Cette table ronde va porter sur langage et intelligence dans la science-fiction. Alors, je serai le modérateur de cette table ronde, je m'appelle Simon Bréant, et je vais vous présenter nos 4 intervenants, auteurs, scientifiques, qui vont nous accompagner, qui vont nous aider à réfléchir sur cette question du langage et de l'intelligence dans la science-fiction. Alors, Laurence Suner est une écrivain et auteure de bande dessinée suisse, et elle est aussi égyptologue de formation, ce qui sera ici assez intéressant. Elle a également un master en computer science de l'école polytechnique de Lausanne. Elle a publié à l'Atalante les 2 premiers tomes d'une trilogie qui devrait bientôt se conclure. La trilogie de Quantica, premier tome Vestige, deuxième L'ouvreur des chemins. Une trilogie organisée autour d'une lointaine planète glaciaire qui a comme particularité, ça pourra venir dans la conversation, de receler notamment d'anciens pétroglyphes, une écriture mystérieuse qu'il faut déchiffrer pour accéder à l'intelligence des anciens bâtisseurs qui, du fait de leur organisation physiologique, avaient des capacités intellectuelles et sensitives très différentes des nôtres, ce qui implique nécessairement un bon intellectuel pour les comprendre. À l'autre bout, Éric Lhomme est un écrivain français. Il a publié plusieurs séries pour la jeunesse, notamment Le Livre des Étoiles, Les Maîtres des Brisants, Phénomène, A comme association, et plus récemment une série qu'il vient de commencer, Terre Dragon. Son attention pour la question des langues, il attire de ses voyages, c'est un grand voyageur. Il a notamment fait un ouvrage sur le Khowar, je ne sais pas si je prononce ça correctement, le Khowar, la langue du Chitral, un ancien royaume du Pakistan. Et plus près de nous, ou plus loin en fait, la magie qu'il met en scène dans ses romans de fantasy est souvent liée à des questions de langue. Dans Le Livre des Étoiles, par exemple, il utilise pour ses personnages une écriture qu'il appelle des graphèmes, écriture en grande partie runique, qui permet notamment donc, de manipuler la matière même du monde. Tandis que dans A comme association, il utilise le Kenya, le haut elfique inventé, mis au point par Tolkien. Il introduit ce langage dans son ouvrage comme support pour son héros pour pratiquer la magie élémentale. À ma droite, Yves Ménard est écrivain canadien. Donc vous constaterez que la francophonie est largement représentée et ça nous permettra peut-être d'avoir un accès un petit peu plus particulier à cette question de langage. Il est également docteur en informatique. Il a été directeur artistique de la revue Solaris de 1994 à 2001 et il est l'auteur de plus d'une dizaine de romans en français et en anglais, notamment Un œuf d'acier, dont l'un des enjeux est la réécriture de l'esprit par des matrices de réalité virtuelle. De sa collaboration avec Jean-Louis Trudel sous le pseudonyme de Laurent McAllister est né en particulier le space opéra Suprématie, paru chez Bragelonne. Enfin, à ma gauche, Frédéric Landragin est chercheur au CNRS, ingénieur et docteur en informatique. Il travaille depuis plusieurs années sur les modalités d'application de l'informatique au domaine de la linguistique, en tâchant, comme le titre de ses ouvrages l'indique, à établir un dialogue entre l'homme et la machine. Son dernier livre, Dialogue homme-machine, conception et enjeux, se présente comme une mise au point synthétique sur des questions d'intelligence artificielle, de traitement automatique des langues et des interfaces homme-machine. Il vient de signer avec Roland Lehoucq un article sur le sujet dans le dernier Bifrost. Je parle donc je suis, le dialogue humain-machine est-il possible ? Alors, maintenant que nous sommes installés, vous avez pu constater que quelques images sont en train de défiler à l'écran, dont certaines sont évocatrices de questions que nous pourrons aborder lors de cette table ronde. Les enjeux qui s'agglomèrent autour de la question du langage et de l'intelligence me semblent être des enjeux de communication, de connaissance et de reconnaissance de l'autre, de représentation du monde. Je pense que nous
éviterons de nous appesantir sur un aspect qui pourrait avoir un rapport, mais qui ne me semble pas le plus pertinent ici, la question de la représentation des langues. C'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'auteurs de science-fiction ont fait en sorte de représenter des langues différentes. Cette représentation me semble moins cruciale ici que celle de la réflexion sur le langage comme instrument, comme interface, comme outil qui permet un certain nombre de processus, qui permet de comprendre, de représenter et de communiquer. Donc quelques exemples rapidement pour voir un petit peu tout ce qui pourrait être brassé par nos questionnements aujourd'hui. Une question importante posée lors de la présentation de la table ronde, c'est la question de savoir si le langage pourrait, d'une manière ou d'une autre, être responsable d'une amélioration de l'esprit. Et un certain nombre d'auteurs ont osé franchir ce pas, notamment Robert Heinlein, qui, en Terre étrangère, postule que la maîtrise du langage martien, qui est un langage extrêmement complexe et extrêmement ancien, permet notamment d'acquérir des pouvoirs psychiques, permet de voir le monde et donc d'agir dans le monde différemment. De façon plus ancré dans la sociologie, Vance, dans les langages de Pao, postule qu'une langue est le reflet des us et coutumes d'une société, et donc si on change la langue, eh bien on peut transformer une société qui passerait par exemple d'une société pacifique et vulnérable à une société guerrière et capable de se défendre. Dans les autres aspects rapidement, le rêve d'une langue parfaite, éventuellement dans un sens totalement dystopique. Si par exemple, dans 1984, on suppose que l'esprit peut être réduit et modelé par la novlangue, ou dans le rêve d'une langue analytique parfaite, comme ce qu'il y a dans Babel 17. Au-delà de la question de la langue, la question du contact entre espèces terrestres ou avec des espèces extraterrestres. Nous reviendrons sur les manières de contourner ces questions-là, puisqu'elles sont courantes. Et évidemment, comme vous avez pu le deviner du fait de ce panel, un aspect important de notre questionnement portera sur la question de l'intelligence artificielle et de la question du contact avec les intelligences artificielles, et notamment autour de la question du test, le fameux test de Turing. Et enfin, il me semble qu'on peut tout à fait envisager, dans le prolongement de ces réflexions, un questionnement sur le langage comme instrument donc, de pouvoir sur le monde, en faisant un petit saut conceptuel à partir de Galilée disant que le livre du monde est écrit en langage mathématique, postuler avec, par exemple, Terre-Mère, que si on connaît le nom des choses, eh bien, à ce moment-là, on peut agir directement sur elle. Et là, on entre évidemment dans une pensée qui est plus proche de la pensée magique. Alors, après ce long préambule, eh bien, je vais passer la parole à nos invités. J'ai pour coutume d'ouvrir les questions au milieu de la séance, donc préparez éventuellement vos questions avant la fin. Vous pourrez faire entendre votre voix. Et nous allons d'abord réfléchir aux aspects qui portent à tout ce qui est la maîtrise de soi ou la maîtrise du monde par le langage. Alors, j'aimerais poser donc une première question, et sans saisie, qui le souhaite. Jusqu'où l'accès à certains langages pourrait-il porter l'intelligence ? C'est-à-dire une réflexion sur ce que le langage peut porter en termes d'apprentissage, d'initiation, d'improvement, comme pour le non-A de Van Vogt, pour tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation du monde, et là je pense à l'archéologie extraterrestre par exemple, et éventuellement, si nous pouvons engager la conversation déjà maintenant, tout ce qui correspond à la conceptualisation d'une IA, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de concevoir un langage pour une intelligence qui n'est pas l'intelligence humaine. Alors, qui souhaite commencer ? Je peux commencer si vous voulez. Donc Frédéric Landragin. La question de savoir si en apprenant un langage, on apprend à penser, c'est vrai que c'est une question très profonde et très classique. En SF, on trouve un peu des clichés
comme par exemple le fait que si les Inuits ils ont 10 mots pour la neige, il y a la neige collante, la neige poudreuse, la neige plus compacte, etc. Donc ils ont 10 termes. Du coup, en pensant 10 façons d'appréhender la neige, on perçoit mieux les différents types de neige et donc on conceptualise mieux et ça fait autant de nouveaux choses à penser. Donc ça c'est à la fois vrai et pas très très vrai. C'est pas très vrai dans le cas de la neige parce que en fait les choses sont bien plus complexes que ça. Il y a plein de langues chez les Esquimaux et pas toutes n'ont que 3 ou 4 mots et puis en fait ça n'a pas une grande importance. Nous on est capable d'ajouter des adjectifs au mot neige, donc on est capable aussi très facilement d'appréhender 15 types de neige. Mais c'est vrai que plus on a de mots, plus on réfléchit avec un lexique large et plus ça nous aide à penser. Oui, il me semble que ce que Orwell faisait avec la novlangue est évidemment cauchemardesque, mais que ça s'inspire d'un désir délibéré de vider certains mots de leur sens pour empêcher le débat. Et plus que des structures de langage, parce que, il disait bien, même appauvri, le novlangue permettrait de dire Big Brother est imbon, ce qui sonne très mal en français, Big Brother is ungood, mais qui voulait que ça rende impossible de même le penser. C'est utopique, heureusement. Ils n'auraient pas réussi, mais la notion est que vider un mot de son sens permet de dire à quelqu'un, mais non, mais ce que tu dis, c'est le contraire de ce que tu veux dire. C'est un moyen de... Donc, l'appauvrissement du langage est quelque chose qui est peut-être plus pertinent à la science-fiction que la création de nouveaux mots, parce que les jargons, ça va toujours se faire. D'une façon ou d'une autre, on va coller des mots, on va faire des expressions parce qu'on a besoin de communiquer. Alors, c'est pas uniquement en science-fiction, puisqu'on essaye d'avoir aussi parfois des langues plus simples, enfin entre guillemets, c'est-à-dire avec moins de mots, moins de types de structures, pour soi-disant qu'on arrive mieux à parler les uns aux autres. Et c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle avec le globish, un anglais très simplifié, où il n'y a plus qu'un millier de termes finalement que les gens partagent les uns les autres. Il y a eu d'autres initiatives à une époque, le Basic English et tout ça. Et finalement, ce que l'on constate, c'est que ça n'appauvrit pas trop la façon de penser. Donc oui, c'est bien une utopie. Le rapport entre la langue et la pensée est incontrôlable, en fait. Donc l'ingénierie sociale par la langue n'est pas absolument... n'est pas très simple à mettre en place, mais cette logique-là, est-ce qu'à un niveau culturel plus largement, est-ce que ce que envisage Jacques Vance dans les langages de Pao, en modifiant la structure même de la langue à marche forcée pour faire en sorte que les attitudes, les coutumes se modifient, là on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'appauvrissement de la langue, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la modification du langage. Est-ce que ceci vous semble être, disons, une fantaisie ou une spéculation qui peut s'appuyer sur du... Bon, moi, c'est un peu... Allô. Bon, c'est un petit peu différent dans mon cas, quand j'ai réfléchi à cette idée du langage par rapport à ce que j'ai écrit, c'est-à-dire que je me suis imaginé une civilisation où le langage n'est pas suffisant justement pour exprimer l'avancée. Donc le langage est doublé en fait c'est comme un langage synesthésique, c'est-à-dire qu'on double le mot d'une couleur, d'une impression, d'une odeur, etc. pour que tous les sens soient englobés et que la signification soit plus précise et qu'on évite justement qu'on reste dans la précision, qu'on gagne aussi en cohérence, etc. Donc c'est pas juste le langage, mais c'est quelque chose qui doublerait le langage pour aller plus loin dans la perception et la communication. Je ne sais pas si je suis dans le sujet là.
Mais c'est aussi un reflet historique parce que il me semble que les langages de Pao est à peu près contemporain de Babel 17 et que c'est à l'époque où l'hypothèse de Sapir-Whorf était très à la mode, mais c'est plutôt discrédité de nos jours. Oui, oui, exactement. Oui. Alors, Peut-être nous reprendre cette hypothèse? Est-ce que je m'en souviens de façon articulée, mais c'était l'idée que le langage, justement, conditionnait la pensée et que changer le langage en termes simples aurait changé la pensée. Et c'est une belle expérience de pensée dans Babel 17, dans les langages de Pao. J'adore Vance, je trouve ce roman-là très savoureux. Je n'y crois pas, mais on peut y rêver le temps d'un livre. Oui, alors effectivement, c'était deux linguistes, donc Sapir et Whorf, qui, en étudiant des langues amérindiennes, ont repéré que plus les langues avaient des traits en commun, plus les gens avaient une culture et donc une façon de penser en commun. Et donc la déduction, c'était finalement c'est le langage qui détermine un petit peu la culture, la pensée, enfin bref. Donc comme vous l'avez dit, c'est faux en fait. Hein. C'est faux. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une langue, donc comme le français ou l'anglais, et ça, c'est ce qu'on appelle une langue naturelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue très lentement et qui évolue de soi-même sans qu'on en ait un véritable contrôle. La langue que nous parlons, elle a des centaines d'années, elle a évolué au fur et à mesure, mais sans qu'une personne, un tyran ou autre, puisse en avoir à l'instant T le contrôle. Donc en fait, ce qui est dit dans les langages de Pao, dont il y a la couverture qui passe là, c'est en gros, c'est ah bah tiens, on va du jour au lendemain, en quelques jours, on va inventer une langue, on va dire aux gens de parler cette langue-là, mais sans la changer. Et on verra bien ce qui se passe, et puis il va y avoir des guerriers, il va y avoir des marchands, etc. Donc ça, c'est strictement impossible, parce que pour qu'une langue évolue, il faut des siècles, et cette évolution, c'est un travail de groupe. C'est tous les gens qui parlent la langue qui la modifient, c'est pas une personne. J'aimerais juste rebondir là-dessus. Il me semble que notre époque est un petit peu différente de celle qui l'ont précédée, puisque par l'intermédiaire notamment des médias, il est tout à fait possible d'imposer des mots nouveaux et d'en substituer certains à d'autres. Et ça, la langue n'a pas besoin de siècles d'évolution pour ça. Il suffit d'une campagne médiatique globale pendant quelques mois ou quelques années pour que certains mots disparaissent au profit d'autres, et que derrière, et que pour désigner la même chose, on ne voit plus la même chose derrière. Je pense par exemple aux SDF qui ont remplacé les clochards. Il n'empêche que les personnes sont toujours là, et ce sont les mêmes. Seulement quand on dit SDF, on ne pense pas la même chose quand on disait clochard. Et ça, il n'a pas fallu longtemps pour l'imposer, et tout le monde se l'est approprié. Et je pense qu'on est dans une sorte de... on est dans de la science-fiction de ce côté-là. On se rapproche peut-être de la problématique de la novlangue qu'on évoquait tout à l'heure. Mais je pense que la langue peut évoluer très rapidement à notre époque plus qu'avant. Alors peut-être pas dans les structures fondamentales, mais dans la substitution de sens qu'on met pour désigner les choses. Oui, là on rencontre une particularité, c'est qu'effectivement la langue, si on rêve d'une langue parfaite, eh bien on se heurte au problème qui est que la langue ne se laisse pas manipuler facilement. C'est effectivement une sorte d'organisme qui vit un peu de lui-même, et en même temps il n'en reste pas moins, et c'est de là que viennent les fantasmes dystopiques ou utopiques, qu'il est possible de l'utiliser comme un instrument. Et effectivement, ce qu'on voit
à un niveau politique, économique, où il peut y avoir toute une série de manipulations, de substitutions qui permettent de changer effectivement le sens des mots ou de faire en sorte de faire passer à l'arrière-plan certaines réalités. Pour autant, SDF et clochard existent encore. La question ici, c'est la question de l'usage. Effectivement. Et de ce point de vue-là, on parle de la langue, on parle de la question de l'évolution de la langue. Est-ce que, là je me tourne à la fois vers Laurence et vers Éric, il y a aussi présent, au-delà de ces questions, enfin à l'inverse de ces questions d'ingénierie, en fait, il y a aussi présent ce fantasme en science-fiction comme en fantasy, avec des fonctionnements différents, du langage ancien, qui, d'une certaine façon, est plus abouti que le nôtre, qui a, avec peut-être une sorte de fascination à la fois pour les hiéroglyphes, pour cette langue oubliée et fascinante, et pour la logique des langues anciennes en général, l'idée qu'on peut avoir un accès différent au monde si on maîtrise la langue d'une autre espèce, qui est une espèce plus ancienne, qui a mieux travaillé sur ces questions. Et encore une fois, ça peut être à la fois en science-fiction comme en fantasy. Merci. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la langue égyptienne, c'est que c'est une langue qui n'est pas juste formée sur des syllabes, sur des lettres, mais il y a aussi toutes les idées qui sont exprimées dans un mot égyptien. Toujours l'idéogramme qui finalise en fait le mot, le terme utilisé. Et c'est un peu ce que j'ai utilisé dans mes bouquins, c'est que je voulais avoir quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire quelque chose de plus mystérieux, mais qui dans ce cas-là vient de la biologie. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage qui a été inventé pour pouvoir justement parler de la réalité d'une façon plus spécifique, mais c'est un langage qui est né de la biologie, c'est-à-dire que le cerveau a créé un type de langage différent. Ça, c'est dans le cas de ma série. Maintenant, c'est vrai que l'intérêt, je ne sais pas si les langues anciennes sont plus complexes, mais notamment par rapport à l'égyptien ancien, moi quelque chose qui m'avait fascinée en tant qu'étudiante, c'était justement cette notion de rajouter un idéogramme, rajouter un phonogramme pour que l'on prononce vraiment justement comme ça le son, le mot, l'idée qu'elle soit extrêmement exprimée, on dessine un petit personnage ou on dessine la petite corbeille qui termine le mot, et je trouvais que ça c'était fascinant puisque étant dessinatrice, le côté visuel, c'est non seulement le côté de la lettre du mot, mais en plus on avait le visuel qui était intégré dans le mot. Donc du coup, ça me semblait fascinant d'un point de vue, quand on sort de, justement, nous on appelle ça la matu, le baccalauréat, de pouvoir aborder une civilisation qui utilise une forme de langage qui est quand même différente de notre alphabet. Voilà, ça c'est, par rapport aux langues anciennes, c'est ce qui me fascinait. Merci. Alors, moi, effectivement, dans la première série que j'ai écrite, Le Livre des Étoiles, il est question de graphèmes. Ces graphèmes ne sont ni plus ni moins que des runes. Et l'alphabet runique, l'alphabet des anciens scandinaves, je ne sais pas si c'est plus complexe, mais en tout cas, la provenance et l'utilisation des runes, historiquement, s'inscrivent parfaitement dans la fantasy, puisque les runes ont été données aux hommes par le dieu Odin, qui est resté suspendu par les pieds pendant 9 jours et 9 nuits. Il a vu dans les étoiles, dans le ciel, la forme des runes. Il les a descendues sur terre, il les a données aux hommes, et les hommes s'en sont servis notamment pour deviner l'avenir. Essayer de deviner l'avenir pour écrire des formules propitiatoires pour un usage en fait magique. Voilà. C'est ça qui me fascine dans cette langue ancienne-là, c'est que dès sa conception, elle était destinée à la magie, à la poésie et à la magie. J'utilise dans une autre de mes séries comme association le haut elfique, mais là, je ne sais pas si on peut parler de langue ancienne. C'est une langue ancienne moderne. Et j'en parle juste parce que c'est la démarche qui est intéressante et qui recoupe le sujet. Mon personnage pratique la magie élémentale, la magie des éléments. Et pour ce faire, on retrouve la thématique de terre-mer. Il a besoin de séduire les choses auxquelles il s'adresse.
Et pour cela, il utilise le haut elfique, qui est la langue du peuple qui vivait le plus en harmonie avec la nature, les elfes. Et donc il y a cette idée que là, précisément, que c'est une langue plus proche, plus ancienne, qui a pénétré davantage de secrets et de mystères que les nôtres. Alors justement, on parle de magie, de création de pouvoir sur le monde. C'est pas exactement de la magie, mais dans quelle mesure est-ce que c'est par le langage qu'on peut envisager la conception d'une intelligence artificielle, à votre avis? C'est-à-dire, est-ce que c'est le langage qui permet de créer quelque chose et potentiellement quelque chose d'assez nouveau, ou est-ce que ça passera par d'autres processus? C'est une question un peu pointée, mais à laquelle vous pouvez tous répondre. Je peux commencer éventuellement. Dans les œuvres de SF, très souvent, quand on a une intelligence artificielle, elle parle. Une intelligence artificielle qui ne parle pas, ça ne donne pas lieu à des images très intéressantes. Et que ce soit dans Asimov, où tous les robots parlent, et où même les lois de la robotique sont énoncées en langage. Donc le langage est essentiel à tout point de vue par rapport à ça. Après, est-ce que c'est nécessaire, puisque c'est un peu ça en fait alors, oui et non. Disons que nous, quand on raisonne sur des ressources, sur des dictionnaires, sur des encyclopédies, sur des représentations de ce que l'on sait, et toutes ces représentations sont écrites en langage. Et on a vraiment un passage obligatoire par la langue. Et donc on pense que pour les machines c'est la même chose. Et c'est pas complètement aberrant de faire à peu près ce qui marche bien pour nous sur des intelligences artificielles. Après il y a des tas de façons de le faire, on peut le faire plus ou moins bien, enfin etc. Mais faire de la pensée sans langage, ça voudrait dire une pensée qui n'arrive pas à s'exprimer et à dire ce qu'elle a produit, et c'est un peu embêtant. Oui, c'est plus au niveau de la communication avec une intelligence artificielle qu'on va vouloir avoir la parole. En même temps, on peut ne jamais apprendre à parler et on reste un être humain doué de raison. On a du mal à s'exprimer à ce moment-là. Il y a une nouvelle dont je ne me souviens pas le titre qui m'avait vraiment frappé, de Stanislas Lem, où il nous présente un cybernéticien qui a mis au point des machines qui commencent à penser, mais qui sont qui se comportent comme des insectes, qui sont agressives par moments parce qu'elles commencent à avoir les balbutiements de l'intelligence, mais elles ne parlent pas. Et quand je lisais ça, moi, j'étais absolument convaincu. Je me suis dit, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que, après tout, si on essaye d'y aller en commençant par la parole, on risque de se retrouver avec des machines qui ne pensent pas vraiment, qui peuvent donner l'illusion de la pensée. Alors que si vous avez quelque chose qui réagit à des stimuli, une intelligence émergente, eh bien là, c'est quelque chose de plus authentiquement intelligent, mais ça risque de ne pas être une intelligence humaine compréhensible. C'est la grande question. L'écrivain Carl Schrader a utilisé le terme « taliance » avec un TH pour parler de cette conscience informatique possédée par une machine qui ne serait pas une intelligence en mode humain. Avec ce risque d'avoir une machine qui pense mais qui n'arrive pas à se faire reconnaître comme telle et qu'on éteint finalement. Alors, on va enchaîner, on va parler de cette communication avec les machines et d'autres ensuite, mais j'aimerais ouvrir le champ des questions quelques instants. S'il y a une question là-bas, je suppose qu'un micro va être passé. Voilà, il y a un micro là, donc une question ici. Vers l'arrière. Parlez bien dans le micro. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure du fait que éventuellement le langage aurait influencé les sociétés, notamment dans le langage de Pao, tout ça. Mais je me demande si on ne peut pas dire que ce serait l'inverse, que lorsque la société évolue et que les mœurs évoluent,
c'est le langage qui lui-même ensuite évolue pour s'adapter à ces nouvelles visions, à ces nouvelles mœurs en fait. C'est la question que je me demandais, si ce ne serait pas plutôt les mœurs et la société qui ferait évoluer le langage pour que celui-ci s'adapte à la réalité sociale en fait. Alors là, on peut peut-être en profiter pour parler un petit peu des mots fiction, des néologismes de science-fiction, si vous voulez. C'est effectivement cette représentation de l'évolution des mœurs par la langue. Je ne sais pas si... Juste pour répondre à la question, c'est l'éternelle question de la poule ou de l'œuf en fait. Est-ce que les mots précèdent ou suivent l'évolution des mœurs? C'est une thématique intéressante qui nous amène à deux schémas différents. Ça rejoint en fait exactement le fameux exemple avec les clochards et les SDF. C'est exactement ça. En gros, la société introduit un nouveau mot et du coup, la population l'intègre, l'accepte donc, mais peut aussi le refuser, comme ça a été le cas pour, je sais pas moi, les pourriels à la place des spams ou autre chose. Et si la population accepte, et ben du coup, son regard change et on a exactement ça. Alors j'ai aperçu Elisabeth von Arborg qui passait tout à l'heure et je pense aux chroniques du Pays des Mers où on a ce genre de reflet, c'est-à-dire l'idée que la société, alors je passe les détails, si vous ne le connaissez pas, allez lire ce livre, donc les chroniques du Pays des Mers, mais l'état de la société dans ce futur est tel que le féminin l'emporte dans à peu près toutes les expressions, dans la langue. Ce qui fait que même pour un petit garçon, on parle de l'enfante. Voilà. Et ceci n'étant pas le résultat d'une doctrine particulière imposée à la population, mais d'une réalité physique qui est qu'il y a 9 filles sur 10 enfants et que 90% de la population est féminin et que dans ces conditions-là, postule Elisabeth von Arborg, de toute façon, le féminin devient par définition l'élément structurant de la langue. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, une autre question? Oui, devant, et puis là. On va prendre 3 questions et ensuite on va enchaîner. Donc, il y en a 2 ici et une derrière là-bas. Bonjour. Par rapport à tout à l'heure ce que vous disiez sur le fait que vous ne pensiez pas qu'on pouvait formater le langage, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi exactement ce que fait l'école? Ce qu'elle a fait il y a quelques dizaines d'années en tuant des dizaines de langues régionales, en ne clarifiant pas certaines définitions. Je prends par exemple, parce que là c'est ce que j'y pense, où la plupart des élèves ne sont pas capables de faire la différence entre une république et une démocratie. Pour eux c'est la même chose par exemple. Et il y a plein de termes comme ça qui ne sont pas expliqués. Et la question c'est après, est-ce que c'est quelque chose de volontaire qui est fait pour aussi derrière imposer un mode de pensée ou calmer certaines velléités? Là, il y a peut-être plusieurs choses à dire. Enfin, je peux commencer ou... J'ai l'impression que, certainement, je veux dire, pour un Québécois, c'est assez fascinant parce qu'on a tendance à se dire « Ah, la France, tous les Français parlent de la même façon. » Et puis, à la rigueur, on a entendu l'accent du Sud et tout ça, mais en fait, il y a des réalités beaucoup plus complexes. Historiquement, il y avait diverses variétés de langues. Et je crois qu'il y a un aspect politique à l'enseignement d'une langue standardisée et qui élimine les dialectes régionaux. C'est un bien pour un mal, je ne sais pas. D'un côté, c'est bien qu'on puisse tous se parler. D'un autre, évidemment, il y a des pertes. Les langages sont en train de s'éteindre sur la planète. À la grandeur de la planète, il meurt, il y a de moins en moins de langues. Dans un sens, c'est une perte épouvantable. Dans un autre sens, c'est bien aussi d'être capable de communiquer. Et bon, la problématique de l'anglais comme langue universelle, c'est angoissant, c'est anxiogène. Il n'y a pas de réponse simple. C'est certain que je suis toujours navré d'apprendre que bon, il n'y a plus de personnes qui parlent tel dialecte particulier. Au moins, on peut espérer préserver ceux qu'on trouve pendant qu'ils existent encore. Oui, et à la place du terme
enfin je ne sais plus ce que vous avez dit exactement, mais que l'éducation en gros faisait que les langues, les patois meurent. Non, en fait, c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'avoir une langue que l'on parle tous, qui serve pour les lois, pour se comprendre, mais pour tout résoudre les problèmes du quotidien, etc. Mais ça n'empêche pas les langues régionales de continuer à vivre. Alors évidemment, ça les occulte un petit peu, mais là, à l'heure actuelle, on voit une renaissance de tous les patois. Hein. Au contraire, on retrouve au bac en option le breton, le corse, le je sais pas quoi, qui à une époque avait été, c'est vrai, mis de côté. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On retrouve la question de la résistance, de la résistance de la matière. Laurence. Non, moi je voulais juste parler un peu d'un cas de figure, ce qui est la Suisse, qui est quand même un cas particulier parce qu'on a déjà 4 langues nationales. Et c'est vrai que nous, on essaie un peu en ce moment effectivement de favoriser les patois parce qu'il y a énormément de patois français et suisse-allemand et suisse-italien en Suisse. Mais j'aimerais quand même signaler quelque chose de très particulier, c'est que nous, on n'a pas une seule langue, on a plusieurs langues nationales qui sont enseignées et que maintenant, il y a une tendance actuelle qui fait que les Suisses-allemands ne veulent plus apprendre le français, les Français ne veulent plus apprendre l'allemand et alors on en vient à l'anglais. C'est-à-dire qu'entre Suisses maintenant, notre 5e langue commune c'est l'anglais et les Suisses francophones et les Suisses allemands pour se parler utilisent l'anglais, ce qui n'est pas du tout une langue du cru. Donc je trouve ça quand même assez paradoxal et c'est vrai qu'on a énormément de patois qui sont quand même assez valorisés actuellement. Donc c'est quand même le cas c'est assez paradoxal comme situation. Eric. Oui, alors je vais faire juste 2 réponses à la question. La première, c'est que la France est quand même un cas assez particulier en Europe. Hein. C'est lié à son histoire très jacobine qui a effectivement une volonté politique d'éradication des langues régionales pour favoriser un ensemble national plus homogène. Et la deuxième réponse, c'est lors de les 2 ans que j'ai passés dans les montagnes du Nord Pakistan, les gens que je croisais tous les jours, paysans, bûcherons, etc., parlaient tous au moins 4 langues. Ils parlaient leur langue maternelle, ils parlaient l'ourdou, qui est la langue officielle du Pakistan, ils parlaient le pashto, qui est la langue de la plus grande ethnie proche du Nord-Pakistan, et il parlait le parsi, qui était une langue de commerce. Et le fait de parler, ils arrivaient très bien à se comprendre en utilisant toutes ces langues. Donc je pense que le problème c'est un faux problème que de vouloir uniformiser et réduire la diversité, la richesse des langues en une seule pour des questions de communication et de compréhension. Et moi-même, pendant ces 2 années, évidemment, personne ne parlait français. Pour eux, la France, c'était une sorte de village à côté de Londres. Ça remet un peu à sa place. Et donc, il a fallu que j'apprenne une langue. Et j'ai dû choisir. Qu'est-ce que j'apprends ? Est-ce que j'apprends l'ourdou, qui me permettrait de communiquer avec tous les peuples de la région ? Est-ce que j'apprends le pashto ? Est-ce que j'apprends le farsi ? Et comme je suis resté essentiellement dans la même zone qui était peuplée par la même population, j'ai décidé d'apprendre cette langue-là, la langue maternelle des gens de Chitral, le Kowar, en sachant très bien que ça ne me servirait nulle part ailleurs. Il y a 300 000 locuteurs. Mais en faisant cet effort, en faisant cette démarche, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi. Il y a un monde humain, puisque on m'était reconnaissant d'avoir choisi cette langue qui est une langue intime, qui est la langue que les mères murmurent à l'oreille des enfants, qui est la langue des histoires qu'on se raconte, voilà. Et en même temps, j'ai pu, et on revient un petit peu au début de la discussion, c'est également leur monde culturel qui s'est ouvert à moi.
Il y a par exemple en coward des choses amusantes. Par exemple, il y a un verbe différent pour chaque façon de copuler entre les différents animaux. Donc à chaque fois, je trouve que ça élargit, ça enrichit la perception qu'on peut avoir des choses. Il y a également une même planche, selon qu'elle est à plat, qu'elle est dressée, qu'elle est sur la tranche, elle change de nom. Donc ce n'est plus seulement un adjectif qui définit un même objet, mais l'objet devient différent et à force, je me suis mis à voir des objets différents alors que jusqu'à présent, je ne voyais qu'un seul objet. Enfin, donc cet effort d'apprentissage d'une langue propre m'a ouvert tout ça. Alors, je vais suspendre un instant les questions parce que j'aimerais enchaîner justement sur... Là, on a évolué vers en fait le questionnement qui était celui de la suite de notre réflexion, qui est la question de l'intelligence des autres, le langage et la communication, avec ce problème qui est que le langage peut être une barrière conceptuelle, comme on a pu l'évoquer quand on a parlé de la question de la reconnaissance d'une intelligence artificielle, mais c'est également un problème pour la reconnaissance d'autres espèces. Et finalement, ça permet... Enfin, c'est aussi le problème, c'est dans quelle mesure peut-on être capable d'identifier ce qu'est un langage, dans quelle mesure, si on identifie un langage, peut-on y reconnaître l'intelligence des autres. Alors ça vaut pour les machines, ça vaut pour les extraterrestres, on ne va pas parler des dauphins ici, mais c'est cela. Donc, et j'aimerais là-dessus... revenir sur ce que disait Yves Ménard, qui était finalement le problème de créer une intelligence artificielle à partir de la question du langage. C'est-à-dire revenons au test de Turing un instant. Le test de Turing, dans sa superficialité, il est identifié à la capacité pour une machine à se faire passer pour un humain. Mais ça n'est pas autre chose que la capacité à tromper ou à faire semblant. Et de ce point de vue-là, la machine peut rester instrument. Alors que pour être effectivement intelligence, elle pourrait, et c'est d'ailleurs quelque chose que certains auteurs de science-fiction n'hésitent pas à montrer, elle pourrait avoir au contraire des limites qui, tout en la manifestant comme machine, la manifeste quand même comme intelligente. Donc, ma question ici, c'est dans quelle mesure le langage peut-il être une barrière ou au contraire une passerelle dans les représentations de science-fiction ? Sans être un expert sur la question, le test de Turing, à la base, est un moyen de contourner un argument contre l'intelligence des machines, qui est un argument ontologique qui dit une machine, par définition, ne peut pas penser. C'est du chauvinisme parce que vous pouvez mettre autre chose à la place de machine. Vous pourriez mettre une femme. Par définition, les femmes ne sont pas intelligentes, elles en donnent simplement l'impression. C'est absurde. Mais alors, pourquoi? Et l'argument de Turing, c'était, écoutez, au lieu d'essayer de disséquer l'intelligence et de dire, de trouver pourquoi les machines ne peuvent pas l'avoir, il dit, si vous êtes capable d'avoir une conversation avec un interlocuteur, et puis il parlait d'une conversation parce qu'à son époque, évidemment, les ordinateurs, c'est des grosses machines. Le seul moyen d'effectuer un test comme ça, c'est de parler par un clavier, un écran, un clavier. Si on était il disait, si on est capable d'avoir une conversation avec un interlocuteur et qu'on n'est jamais capable de faire la différence entre si c'est une machine ou un être humain, mais à toute fin pratique, on parle avec quelqu'un d'intelligent. Alors, bien sûr, le principe est là. Il y a des moyens de faire... On fait régulièrement des tests de Turing comme ça, et puis l'illusion s'améliore. Il y avait quelqu'un qui en avait déjoué un très facilement parce qu'il s'était installé au clavier, et puis il avait attendu. Il y avait un ordinateur et un être humain derrière les deux écrans, puis il a attendu, jusqu'à ce que sur un écran apparaisse, mais est-ce que le test est commencé? Il a dit, ça c'est l'être humain, parce que la machine ne poserait pas la question. On n'est pas encore rendu là. Mais essentiellement, moi, je vois si on avait si on était capable de faire un robot avec une enveloppe Android, et qu'il était muet, mais qu'il pouvait mimer, et puis tout ça, qu'on pouvait interagir avec lui comme avec un être humain, on pourrait dire, il n'a pas besoin de parler. Il peut communiquer simplement. On a l'impression qu'il s'agit d'un être humain comme ça. Donc, je pense que le langage n'est pas crucial, mais...
Oui, je confirme. Se demander si un ordinateur est capable de penser officiel, comme le font les auteurs de SF qui aiment bien ce thème-là. Qui place l'intelligence sous le signe de l'autonomie. Hein. L'idée que est intelligent à ce moment-là ce qui est responsable de ses propres actes, en quelque sorte. Et alors, comment... je ne sais pas si vous voulez réagir, mais je voulais poser une question éventuellement. Comment envisager le dialogue avec des créatures que tu décrivais, c'est-à-dire des êtres qui ont en quelque sorte physiologiquement accès à une gamme plus importante? Alors moi, tout à l'heure, je pensais répondre, donc c'est juste avant que tu me poses la question, je pensais à Solaris, c'est-à-dire justement Solaris, le livre de Stanislas Lem, où il y a visiblement une intelligence qu'on ne sait pas définir, parce que c'est une intelligence qui ne parle pas, ou qui s'exprime d'une façon qui ne paraît pas comme un langage à l'humain. Donc déjà, c'est un sujet que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire comment comprendre l'autre si l'autre ne s'exprime pas sous forme d'un langage, etc. Et c'est un peu ce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, et donc dans ma série, ce qui me fascinait, c'est de savoir comment vont communiquer des êtres qui justement ont une façon de fonctionner cérébralement complètement différente. Et déjà c'est-à-dire ne pas imposer, c'est-à-dire je mets en scène des scientifiques qui vont essayer d'abord de traduire un langage qu'ils n'arrivent pas à traduire parce que c'est un langage qui ne fonctionne pas selon les normes qu'on connaît sur notre planète, et d'autre part, en fait, qui ne voient pas en fait la communication, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mes personnages extraterrestres envoient des couleurs ou bien des sons, des rythmes, et qui ne sont pas perçus comme de la communication, parce que l'humain attend alors soit un langage très scientifique, voire mathématique, soit quelque chose de cohérent, d'exprimer, de formuler. Et en fait, dans un premier temps de cette histoire, les personnages ne peuvent pas communiquer parce qu'ils ne voient même pas en fait quel type de communication est utilisé. Donc ça donne des scènes assez cocasses en fait, voilà. Et après, effectivement, d'imaginer un langage qui soit pas juste basé sur le langage justement, mais toute une série d'émotions qui définissent le langage, comme par exemple à travers la musique. Alors je me suis beaucoup inspirée de la musique indienne, qui à travers les ragas, donc qui sont une forme musicale, exprime en même temps une émotion, une couleur. C'est toujours lié en fait au ton, au mode, ce qu'on appelle le mode, c'est-à-dire la gamme utilisée par cette musique va véhiculer déjà une émotion qui est inhérente en fait au raga, à la musique utilisée. Donc c'est ce principe-là que j'ai utilisé dans mon bouquin. Alors, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Si tu veux réagir. Non, juste quelque chose qui m'a traversé l'esprit, c'est cette expérience qu'avait réalisée l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric II de Hohenstaufen au XIIe siècle, qui voulait voir quelle langue parlaient naturellement les êtres humains, et donc il avait élevé deux enfants sans aucun contact avec le monde extérieur. Le résultat des courses, c'est que ces deux enfants sont morts très vite en fait, et ne manifestaient aucun type d'intelligence justement, même pas une intelligence animale. Est-ce qu'on peut en déduire que le langage est indissociable de l'intelligence, au moins chez l'homme? Je sais pas, c'est la question que je pose. J'aurais tendance à dire que c'est l'interaction qui est condition de l'intelligence, puisque là, dans l'expérience, on les enferme et on n'y touche plus. Voilà, et que ça soit effectivement stimuler les enfants, ça peut être utile. Alors, on va repasser aux questions. Si vous le voulez bien, alors les personnes qui avaient une question à poser tout à l'heure peuvent à nouveau poser la question, et puis évidemment s'il y en a d'autres, voilà. Donc, c'est de science-fiction, non? Oui, bonjour. À la vue de la manière dont le débat se déroule, il y a une question qui semble apparaître, c'est finalement qu'est-ce qu'un langage ? On parle ici de langage écrit ou parlé. Il a été question de langage des signes. Si on prend l'exemple de Rencontre du troisième type, il y a un langage musical et coloré qui apparaît. Si on prend Abyss, le premier contact se fait via la reproduction d'un visage sur de l'eau.
Donc qu'est-ce qu'on peut définir comme étant un langage? Et par extension, qu'est-ce que l'intelligence? C'est un petit peu vaste comme sujet à ce stade. Est-ce que quelqu'un veut s'y frotter? Pour répondre assez vite, enfin, en simplifiant, hein, c'est une forme de communication, sachant que avant tout, une langue, c'est oral. Vous avez dit langue écrite et langue orale. La langue, elle est orale. Hein. Historiquement, c'est oral. Après, certaines langues ont ajouté un système d'écriture. On a parlé des hiéroglyphes, on a parlé des runes. Ça, c'est une phase un petit peu supplémentaire, mais qui n'arrive que dans une langue sur 6 ou 7, un truc comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment peu de langues qui ont un système pour écrire. Après, selon effectivement le type de personne, donc vous avez parlé de sourds, donc les sourds font émerger entre eux une forme de langage qui est une langue des signes. Il y en a aussi des centaines, de même que des langues orales, il y en a 6000. Et il y a même les sourds aveugles qui donc sont pas très nombreux, mais quand même ont fait émerger en communiquant les uns avec les autres un langage tactile. Donc tout est possible, tout dépend en fait des modes de communication que l'on a à disposition. Ça, c'est uniquement pour l'humain, parce que si on prend dans le règne animal, je veux dire, la communication, elle passe pas par le langage, elle passe par toutes sortes de choses, le hérissement, les oreilles qui se mettent en arrière, etc. Bon, quand on parle de la science-fiction, on peut aller beaucoup au-delà de ça aussi, on peut parler de changement de couleur de la peau, de toutes sortes de choses. Donc ça, là, on en reste vraiment à l'humain, mais même l'humain, je veux dire, on a des expressions, notre langage, il passe par nos yeux, nos froncements de sourcils. Là, c'est une autre facette de la communication. C'est aussi du langage, c'est le langage qui n'est non verbal. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a le langage qui est verbal même est plus véridique, parce que parfois on ment par le langage et notre visage exprime la vérité. Donc en fait, on est plus que juste un langage. Mais c'est un langage qui permet de dire moins de choses, en fait, moins de sens. C'est plus difficile, plus long. Je suis pas tout à fait d'accord. C'était le point de vue d'un informaticien. Et non, je le comprends. Il y a certaines choses techniques qui passent beaucoup mieux par le langage. Mais je noterais que le changement de couleur de la peau comme instrument de langage, c'est pas de la science-fiction. C'est moi ça. Ce n'est pas de la science-fiction parce que les sèches communiquent en changeant la couleur de leur peau. Et on rougit aussi, hein? Oui. Alors, une dernière question peut-être? Qu'est-ce qui se passe? On veut nous faire taire. Bonjour. Quand vous parliez de la distinction entre le langage écrit justement et le langage oral, et avec aussi l'écriture symbolique, ou le symbole froncer les sourcils qui vient finaliser le langage, quand on pense aux nouvelles formes de discussion comme sur Internet, dans discussion instantanée ou quasi instantanée avec les forums, les SMS, quand on pense au smiley, est-ce que qui vient en fait donner un sens ou une ambiance à la phrase qu'on vient de donner, est-ce qu'on peut rapprocher ça justement de symboles qui viennent finaliser comme avec les idéogrammes dans l'Égypte ou des choses comme ça? On peut rapprocher ça de la prosodie, c'est-à-dire quand on parle, donc on dit une phrase, et cette phrase c'est une suite de mots que l'on sait écrire, mais on exprime aussi un certain nombre de choses avec la direction du regard, les mouvements des sourcils, de la tête et puis les mains. Et ce que l'on dit, on le dit avec un certain rythme, avec des accents sur certains mots et pas d'autres, donc qui les mettent un peu en valeur. On a un contour de phrases qui peut être descendant ou ascendant, etc. Et tout ça, c'est ce qui s'appelle la prosodie. Et les émoticônes, là, enfin les smileys et tout ça, de même que les signes de ponctuation ou d'autres choses, viennent un peu jouer ce rôle-là. Donc c'est pas la communication purement verbale, c'est tout ce qui va autour et qui l'enrichit.
Bien, alors nous allons clore la table ronde ici. Je vais vous souhaiter une bonne suite de festival. Je vous rappelle que les auteurs présents sont disponibles en dédicace. Juste maintenant, alors évidemment en concurrence avec ce que vous allez vouloir voir ensuite, mais voilà, vous pourrez de toute façon les retrouver pendant le festival et n'hésitez pas évidemment à visiter la librairie. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci.